il faut que je vous parle de quelque chose. Quelque chose qui, dans ma longue vie de passionné, m'agace beaucoup. On va faire une simulation. Imaginons que deux personnes discutent tranquillement, quand soudain une d'entre elles déclare que son film préféré est Pocahontas, et que l'autre réponde « Ah ouais? Le 1 ou le 2 ?» Bon, cette réaction peut paraître un peu excessive, et elle l'est, mais je vais vous raconter pourquoi je n'aime pas qu'on mélange les serviettes et les torchons, l'art et l'argent, les vrais films Disney et les suites hideuses. Car les suites Disney ne sont pas des films Disney. Enfin si, mais enfin non. En effet, si par souci de simplicité on regroupe tout sous le nom Disney, dans la réalité c'est bien plus complexe que ça, et la compagnie possède de nombreuses divisions, branches, filiales et studios. Et pour compliquer le tout, beaucoup possèdent des noms semblables à base de Disney. Du coup, généralement, quand on parle de films d'animation Disney, on parle des films créés par Walt Disney Animation Studio, le studio historique créé par Walt et son frère pour réaliser le premier film d'animation avec son et couleurs de l'histoire, Blanche-Neige et les 7 nains, et par la suite tous les chefs-d'œuvre qu'on lui connaît qui révolutionna le cinéma. Depuis Blanche-Neige et jusqu'à Raya le dernier dragon, les Walt Disney Animation Studios ont réalisé 59 films d'animation. Et voici les suites présentes dans cette liste. D'abord, citons les Trois Caballeros qui se déroulent dans la même ambiance que Saludos Amigos. Je ne sais pas si on peut considérer cela comme une suite, mais bon, citons-le quand même pour la forme. Bernard et Bianca au pays des kangourous, qui est la suite des aventures de Bernard et Bianca, et du coup la première suite officielle du studio. Après, nous avons Fantasia 2000, qui reprend le concept de son aîné sorti 60 ans plus tôt. En 2011, nous avons le dernier film d'animation 2D du studio, souvent oublié, Winnie l'ourson, qui est la suite des aventures de Winnie l'ourson, qui compilait les moyens métrages Winnie en 1977. Et enfin, dans l'ère des franchises de Bob Iger, nous avons Ralph 2.0 et La Reine des Neiges 2 sortis en 2018 et 2019. Et c'est tout. Je vous ai cité toutes les suites réalisées par Walt Disney Animation Studio. Rien d'autre. De son histoire, le studio n'a réalisé aucune autre suite. Et ça, on en retrouve une justification dans la pensée de Walt lui-même. And then came The Three Little Pigs, one of the most popular pictures we've ever made. Besides winning the Academy Award, it gave us our first hit song, Who's Afraid of the Big Bad Wolf? We received many requests wanting to see more of the Three Little Pigs. So to meet the demand, we made The Three Little Wolves and The Practical Pig. Si Walt a réalisé de son temps 3 suites aux 3 petits cochons, c'était en réponse à la demande de sa société de distribution et des gérants de cinéma qui voulaient reproduire le succès retentissant du premier. Les foules ne se déplaçant pas autant pour aller voir ces 3 suites, Walt, déçu, décida de ne plus donner de suite à ses productions et déclara une phrase qui est restée célèbre chez Disney: « You can't top pigs with pigs », soit « tu ne peux pas dépasser des cochons avec d'autres cochons ». Un message signifiant qu'il ne faut pas rester sur le succès acquis mais toujours aller vers l'innovation. Malgré la demande du public qui demande à revoir leur héros préféré, Walt considère que le temps passé à faire des suites, c'était du temps gâché qui pouvait servir à innover, préférer se tourner vers l'avenir et non vers le passé. Une philosophie que la compagnie suivra jusqu'à assez récemment. Alors avec ça, on peut se demander, où sont tous les petites sirènes 2 et 3, Cendrillon 2 et 3, et toutes ces suites qui inondent les rayons DVD des supermarchés, remplissent les cases des chaînes Disney et grossissent le catalogue de Disney+. Eh bien, on doit remonter aux années 80, décennie de changement pour Disney, avec notamment l'arrivée de Michael Eisner à la tête de la compagnie, le lancement dans le marché de la vidéo, et aussi dans celui des séries pour la télévision. Et c'est intéressant car c'est ces 3 facteurs qui sont à l'origine des suites Disney. En effet, en 84, Michael Eisner arrive avec fracas au poste de PDG de la Walt Disney Company, et décide de secouer avec de gros changements le groupe qui depuis plusieurs années somnole. Dans sa quête de renouveau, il décide de s'attaquer à la télévision. Il faut savoir que Walt adorait la télévision, il s'est beaucoup investi dedans avec de nombreux programmes, certains qu'il présentait même lui-même, et on peut aussi citer l'ouverture de Disneyland qui fut diffusée en direct. Mais malgré ça, il a toujours refusé de produire des séries d'animation pour la télé, se contentant seulement de quelques petites scénettes dans les émissions existantes, étonnant venant d'une compagnie dont la base est l'animation. Il justifiait ce choix car il était économiquement impossible de faire une série d'animation hebdomadaire sans sacrifier la qualité de celle-ci, et il était hors de question pour Disney de sortir quelque chose de mauvaise qualité, sans la qualité de Disney quoi. Eisner, lui, voit dans la télévision jeunesse un vrai marché à prendre et décide de lancer la production de plusieurs séries d'animation Disney en créant Walt Disney Television Animation. Mais contrairement aux autres séries concurrentes, l'animation dans celle des séries Disney est d'une qualité bien supérieure,
Eisner voulant aussi garder la qualité Disney, il n'hésite pas à investir de grosses sommes d'argent dans les séries, ce qui est assez innovant pour l'époque, les séries animées pour la télé étant souvent des petits budgets. Et malgré quelques faux pas, une série arrive rapidement à se démarquer, les Gummy, qui est une adaptation des ours en bonbons. Si, les ours en gomme, les bonbons quoi. Le fils de Michael Eisner adorait ces bonbons-là, alors son père en a commandé une série. Ça donne des avantages, fils de PDG de Disney. Et la série fut un gros succès. Le seul problème pour les Gummy, ainsi que les autres premières séries, c'est qu'elles étaient toutes en partenariat. Et ça dérangeait Eisner de partager la production, et donc les recettes. Pour résoudre ce problème, il décide de continuer les séries d'animation, mais de les centrer exclusivement sur des personnages Disney, pour en garder tous les bénéfices. Et c'est ainsi que naquit la bande à Picsou. Très gros carton dans les téléviseurs, et qui ouvre la vague des séries d'animation des années 90 mettant en vedette des personnages Disney. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais ces séries mettent en vedette des personnages assez secondaires, comme Picsou, qu'on avait surtout vu dans les comics. Eh bien, c'est parce que quand les cadres de chez Disney ont autorisé Michael Eisner à produire des séries d'animation, la principale condition était l'interdiction d'utiliser les personnages principaux de Disney, comme Mickey par exemple, de peur de salir l'image de ces personnages, ceci étant important et les productions télévisuelles de l'époque étant vues comme cheap. Miska, Mosca, Mickey Mouse. Avec l'énorme succès de la première saison de la bande à Picsou, Disney en commande une deuxième saison qui nécessite 1 an et demi de préparation. Alors pour combler cette longue attente, Disney sort dans l'univers de la série 2 téléfilms, Super Picsou et Le temps c'est de l'argent. Ces 2 téléfilms seront découpés en épisodes et feront office d'épisodes de la seconde saison. Et c'est en voulant organiser une sortie cinéma pour un de ces 2 téléfilms que Disney se rend compte que la qualité visuelle de la série pique beaucoup trop les yeux pour le grand écran. Il décide donc, au vu du succès de la série, de produire un film, La bande à Picsou, spécialement conçu pour le cinéma. Ainsi, La bande à Picsou, le film Le trésor de la lampe perdue voit le jour et devient le premier film d'animation Disney à ne pas être produit par l'historique Walt Disney Animation Studio dont on a parlé un peu plus tôt, mais par Walt Disney Animation Television, qui crée pour l'occasion un nouveau label pour bien distinguer ces nouveaux films des classiques traditionnels Disney, Disney Movie Toons. De plus, le film n'a pas été produit aux États-Unis comme habituellement, mais en France, au studio de Montreuil. Et si ce sujet vous intéresse, je vous invite à aller voir ma vidéo dédiée à ce sujet qui est intéressante puisque c'est la mienne. Et là, je vais mettre aussi Dingo et Max dans le même sac, car même s'il fut réalisé plus tard, il était prévu à la base pour sortir sur le label Disney Movie Toons avant que celui-ci ne disparaisse. Et je trouve que c'est la même cam. Les 2 films ont été réalisés au studio de Montreuil, et pour moi ces films c'est l'essence même de ce qu'aurait dû être ce label. Des films plus irrévérencieux qui peuvent se permettre des choses que les films Walt Disney Animation Studio plus classiques ne peuvent pas, surtout dans l'humour. La présence du mot toon n'est pas là pour rien, on aurait pu avoir des bons films dignes des premiers cartoons de Walt Disney. J'adore vraiment beaucoup Dingo et Max, tout est excellent dans ce film. La musique, le design, l'histoire, et ça c'est un film que seul un autre label peut faire, en plus de remettre en avant des personnages historiques de Disney. Et du coup, l'idée de base de Disney Movie Toon, de réaliser des films dans ce genre, moi j'étais fan. Mais ça c'était dans la bonne timeline, mais malheureusement on n'est pas dans cette timeline là. Car dans la réalité, la bande à Picsou, le film Le trésor de la lampe perdue, est loin de faire les résultats attendus, c'est même un flop durant l'été 1990, déjà très chargé en grosses sorties. Et Disney Movie Toons, qui devait produire plusieurs films dérivés de séries, dont des suites aux films La bande à Picsou et un long métrage Les Rangers du risque qui était en préparation, est tout simplement supprimé. La bande à Picsou le film est donc l'unique film de ce label. Mais en parallèle, il s'est passé des choses dont je ne vous ai pas parlé. Parce que, en parallèle, au cinéma, Disney casse tous les records avec sa renaissance et ses fameux chefs-d'œuvre acclamés. Du coup, qu'est-ce qu'ils se sont dit à l'époque ? On fait des séries sur nos personnages, nos films au cinéma sont des cartons, alors faisons des séries sur nos films au cinéma qui font un carton. 2 séries sont donc mises en production venant de récents cartons. La Petite Sirène qui se passe avant le film et Aladdin qui se passe après. Pour Aladdin, le pilote est une longue histoire racontée sur 5 épisodes. Comme Le trésor de la vallée du soleil d'or, le pilote de la bande à Picsou qui était à la base un film et qui pour sa diffusion fut ensuite divisé en 5 épisodes. Mais c'est alors que le producteur de la série propose une idée machiavélique à Disney. Compiler les 5 épisodes d'Aladdin en un film et sortir celui-ci en vidéocassette. Là, pour bien comprendre la situation, on va remonter le temps et revenir au début des années 80, quand la cassette vidéo commence à s'installer aux États-Unis et que Disney se demanda comment gérer leur catalogue avec ce nouveau support. A l'origine, les films Disney ressortaient à peu près tous les 5-10 ans dans les salles de cinéma où le public pouvait en profiter, puis étaient retirés de l'affiche et il fallait attendre qu'ils ressortent pour en reprofiter.
Même avec l'arrivée de la télévision, Disney était l'un des rares studios à ne pas diffuser leurs films, dans l'optique de garder l'exclusivité et l'événement des ressorties cinéma. Au début de la cassette, Disney sortait donc seulement des courts-métrages et des films live en vidéo. D'ailleurs, je cale ça ici, mais en 1980, c'était 60$ la cassette. Pour les films d'animation, ils préféraient les garder de peur de baisser leur valeur et de perdre des spectateurs lors des ressorties cinéma. Ils avaient même une liste de films nommés Les Intouchables, qui étaient les films n'allant jamais sortir en vidéo. Jurés, crachés. Vous l'aurez compris, Disney contrôlait avec beaucoup de soin ses bébés. Disney et le marché de la vidéo, c'est donc plusieurs essais plutôt timides début années 80, jusqu'à l'arrivée de... Eh bah oui, toujours lui. En 1984, la ressortie de Pinocchio au cinéma fait un triomphe, et Michael Eisner, fraîchement arrivé à la tête de la compagnie, souhaite profiter du succès du film pour le sortir en vidéo. Contrairement aux anciens de la compagnie qui préfèrent préserver ce succès pour une prochaine sortie dans les salles de cinéma. Un compromis est trouvé et Pinocchio sort bien en vidéo à un prix de 79,95$ pour pousser à la location et seulement pour une durée limitée pour préserver les sorties en salle. Malgré le prix, Pinocchio se vendra à 125 000 unités en 2 mois, ce qui confortera Disney à baisser le prix, ce qui doubla les ventes et fit de Pinocchio la vidéo la plus vendue aux États-Unis dans l'année 85. Pinocchio faisant partie des Intouchables, mais avec ce succès fulgurant, Disney se lance pleinement dans le marché de la vidéo en proposant ses classiques pour des durées limitées, et chaque année quand le film Disney sort en cassette, c'est un succès monstrueux. Donc en 1994, le marché de la vidéo c'est vraiment la poule aux œufs d'or pour Disney. Les classiques d'animation partent comme des petits pains et il y a une grosse demande pour ça. Donc quand le producteur du Retour de Jafar propose au lieu de la diffusion télévisuelle habituelle de sortir son film directement en vidéo, c'est le jackpot. D'ailleurs, à partir de maintenant, je dirais direct to video, qui signifie un film qui sort directement en vidéo. Ouais, c'était juste pour être sûr. Et c'est intéressant car cette première suite condense en elle seule tous les problèmes des suites direct to video made in Disney. C'est moche, très moche, l'histoire est bancale, les chansons paresseuses, bref, c'est pas très inspiré. Et cette qualité médiocre est encore plus lourde quand on la compare au film original. Et du coup, on comprend d'où vient cette qualité médiocre qui caractérisera les suites direct to video, c'est que le studio qui produit ces films est à la base un studio pour la télévision, et non le cinéma. La plupart du temps, l'équipe du film original ne revient pas, mis à part les comédiens, et encore pas toujours. Mais malgré cette piètre qualité, le Retour de Jafar est la vidéo la plus vendue de 1994. Hélas, c'est le drame, puisque Disney a trouvé le filon. Les suites direct to video sont peu chères à produire, puisque de mauvaise qualité, mais rapportent beaucoup d'argent rapidement, puisqu'ils capitalisent sur des films déjà connus et appréciés. Du coup, c'est la dégringolade avec toutes les suites qu'on connaît. Rajoutez des 2 et des 3 derrière les beaux films des studios Disney. Bon, après bien sûr, tout n'est pas acheté. Dans cette longue liste de suites, il y a à boire, il y a à manger, mais il y a surtout beaucoup de vomi. Déjà, les scénarios de ces films sont assez redondants, la plupart réutilisant la même histoire que l'original, mais avec les enfants des héros ou héroïnes. Ariel voulait devenir humaine, sa fille veut devenir sirène. Clochard rejoignit une bonne famille, son fils veut rejoindre la rue. Wendy visite le pays imaginaire, et bah sa fille aussi. Après, il y a une autre catégorie de suites aussi. Vous vous souvenez qu'à la base, le Retour de Jafar était juste le pilote de la série Aladdin. Eh bien, la sortie en vidéo va devenir le refuge de toutes les séries annulées mais dont on veut rentabiliser les quelques épisodes produits. Du coup, on se retrouve avec des films qui sont juste une compilation de petites histoires qui devaient à la base être des épisodes de séries télé, comme avec Le Monde Magique de la Belle et la Bête, Cendrillon 2 et Les Énigmes de l'Atlantide. La production des suites devant aller vite, les scénarios sont écrits vite, d'où les scénarios bateaux. Et je parle pas des suites avec des histoires incroyablement sans intérêt, même pas dignes de Disney Channel, genre Rookie qui rejoint un groupe de chiens chanteurs. Vraiment. Une des raisons de cette qualité très instable est que les suites Disney ne sont pas créées aux États-Unis mais sont sous-traitées aux 4 coins du globe. En effet, dans ma vidéo sur Montreuil, je vous présente des studios présents au Canada, au Japon et en Australie. Eh bien, ce sont ces studios-là qui, en plus de travailler sur les séries Disney, sont chargés de réaliser ces suites. Disney Animation Australia deviendra notamment le principal studio de production pour les suites Disney, renommé Disney Toon Studio Australia en 2003. Car oui, en 2003 il y a tellement de suites en chantier que la filiale se divise en deux. L'une reste Walt Disney Television Animation et se concentre sur ce pourquoi elle est créée à la base, c'est-à-dire les séries d'animation pour la télé, et l'autre devient Disney Toon Studio et s'occupe de toutes les suites Disney prévues directement pour la vidéo. Tiens, comme s'ils savaient que studio et Toon dans un nom c'était signe de médiocrité. Certaines suites auront même le droit à une sortie au cinéma pour ne pas arrêter la confusion entre les films Walt Disney Animation Studio et les téléfilms Disney Toon Studio. Ainsi, Peter Pan 2 Retour au pays imaginaire et Le Livre de la Jungle 2 auront le droit à une sortie sur grand écran et Bambi 2 aura aussi ce privilège en France. Aux États-Unis, après les résultats du Livre de la Jungle 2, ils préféreront le sortir directement en vidéo.
Ces 3 films ont une qualité d'animation assez bonne pour se permettre une sortie ciné. Le grand Andreas Deja travailla même sur Bambi 2, mais même si esthétiquement c'est mieux, ça reste la même production que pour les autres suites. En 2004, les relations entre Disney et Pixar sont compliquées. Pixar n'est pas encore un studio Disney et le studio aux grandes oreilles s'occupe seulement de la distribution et du marketing et leur contrat de 10 ans arrive à terme. Les PDG des 2 entreprises, Steve Jobs pour Pixar et Michael Eisner pour Disney, se trouvent à avoir de gros désaccords sur comment gérer Pixar et ça semble être la fin de la collaboration entre Disney et Pixar. C'est dommage parce qu'ils avaient l'air de bien se marrer quand Michael montrait sa cravate les 7 nains à Steve. Cette embrouille entre les 2 PDG date de 1999. Pixar avait en effet un contrat de 5 films avec Disney, mais pour Michael Eisner, ce contrat comprenait seulement des films originaux et non des suites, et il refusait donc que Toy Story 2 fasse partie des 5 films. Il obtint gain de cause, mais ça a grandement refroidi la relation entre les 2 studios. Donc quand en 2004, Eisner voit la fin du contrat arriver, mais qu'il possède les droits sur les films Pixar, produits en collaboration, et qu'il a donc le droit de réaliser des suites sans avis préalable de Pixar, il n'hésite pas une seconde et fonde Cycle 7 Animation, un studio chargé de réaliser des suites aux films Pixar. Et quand on voit la qualité des suites Disney, on a le droit d'avoir peur. Très peur. Et le studio surnommé Pixar Note par ses opposants ne perdra pas de temps en lançant en production une suite à la franchise la plus lucrative de Pixar, Toy Story 3. Mais pas le Toy Story 3 qu'on connaît, non, le Toy Story 3 Made in Cycle 7 Animation, où après des mauvais fonctionnements de Buzz, la mère d'Andy décide de le renvoyer à l'usine pour le réparer. Usine qui se trouve à Taïwan. Mais on apprend après que ces mauvais fonctionnements touchent tous les jouets Buzz l'éclair, et que ceux-ci sont rappelés à l'usine pour être détruits et remplacés. Ni une ni deux, la bande des jouets d'Andy partent dans un long voyage pour sauver leur ami Ranger de l'espace, qui pendant ce temps se lie d'amitié avec d'autres jouets dysfonctionnels. Cycle 7 Animation ne s'attaquera pas seulement à Toy Story, puisque des suites à Monstres et compagnie et au Monde de Nemo seront aussi mises en chantier. Pour voir la fin de ce triste spectacle, il faut attendre l'éjection de Michael Eisner à la tête de la boîte en 2005, remplacé par Bob Iger, qui décide de rendre à Disney sa qualité. Il répare donc les pots cassés de Eisner en rachetant Pixar et stoppe les tensions en fermant la division Cycle 7 Animation, qui n'aura pas eu le temps de faire des dégâts. Du coup, Steve il préfère rigoler avec Bobby maintenant. 80% des employés de ce studio seront transférés au Walt Disney Future Animation, qui dans la même veine est renommé avec le nom qu'on lui connaît, Walt Disney Animation Studio. Il en profite pour mettre John Lasseter, la figure majeure de Pixar, à la tête de la division animation de Disney, qui annonce dans ses premières décisions l'arrêt des suites Disney. Pour cela, il ferme le studio australien, qui était le seul survivant des studios hors des États-Unis, et déplace aussi Disney Toon Studio de la branche télévision vers la branche cinéma, pour pouvoir directement contrôler le studio. C'est ainsi que le calvaire prend fin en 2008, le secret de la petite sirène étant la dernière suite Disney Direct-to-Video à voir le jour. John Lasseter empêche ainsi la production des Aristochats 2, Chicken Little 2 The Ugly Duckling, Bienvenue chez Robinson 2 First Date, Dumbo 2, Pinocchio 2, Hercule 2, et aussi un sombre projet sur Blanche-Neige où on devait apprendre que ce mec-là, c'est le père de Blanche-Neige, et que si Simplet est muet, c'est parce qu'il a vu sa mère mourir devant ses yeux quand il était jeune. Et ouais. Par la suite, Disney Toon Studio ne disparaît pas, s'occupant des franchises Planes et Fée Clochette. Ça veut vendre du jouet quoi. Après plusieurs vagues de licenciements, le studio annonce sa fermeture immédiate le 28 juin 2018. Leur dernier film, Clochette et la créature légendaire, étant sorti 3 ans auparavant et annulant par la même occasion un projet de spin-off de Planes centré sur l'espace, cette fermeture soudaine serait due au flop de Planes 2, mais aussi due au marché de la vidéo s'essoufflant de plus en plus face aux plateformes de streaming, et éventuellement le départ de John Lasseter de la compagnie après des accusations d'harcèlement. Le but de ces suites était de faire de l'argent rapidement, et ils y sont parvenus. Certains diront que ça a peut-être sauvé le studio à une époque où les secteurs de l'animation et des parcs étaient dans le rouge, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Car même si financièrement c'était bénéfique, ça a coûté bien plus cher à Disney, son image de qualité. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais un mot qui est souvent revenu dans cette vidéo, c'est bien ce mot, qualité. Car si Disney a su à travers les décennies perdurer et être autant aimé, c'est par son souci du détail, du travail bien fait, de s'être toujours réinventé et offrir des expériences luxueuses. Tout ce que les suites Disney Toon Studio ne sont pas. Dans l'esprit du grand public qui a autre chose à faire et a raison que de s'intéresser aux histoires des différents studios et leurs différentes branches, qui est assez compliqué comme on a pu le voir dans cette vidéo, eh bien utiliser le nom de Disney pour sortir des films pareils, c'est salir la réputation de la compagnie. De par leur prolifération énorme en peu de temps, le public a vécu une vraie overdose de toutes ces suites qui, en plus de ça, noyaient dans la masse les vrais films d'animation Disney traditionnels qui sortaient au cinéma, car quand on n'est pas fan, c'est difficile de faire la différence. Donc, quand on ne connaît pas cette différence et qu'on met tous les films Disney au même niveau, non, ce n'est pas honnête.
L'image et la réputation de Disney ont beaucoup souffert de ces suites, qui a rabaissé Disney à une compagnie bas de gamme, surtout motivée par le profit, loin des valeurs de la compagnie normalement voulues par Walt. Même si aujourd'hui les suites commencent à être oubliées petit à petit, elles continuent toujours à dégrader l'image Disney, d'où ma réaction en début de vidéo. Et puis à chaque époque ça tard, puisque aujourd'hui nous avons les remakes live qui, comme les suites, capitalisent sur le succès des grands films d'animation de Disney, comme les suites sortent en grand nombre en peu de temps, et comme les suites sont rarement dignes d'intérêt et de bonne qualité. Le seul avantage qu'avec les suites, c'est que là, au moins, comme c'est en live action, on peut pas les confondre avec les films d'animation originales, donc ça salit moins leur image. Bon, je pense qu'on a fait le tour du sujet, et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, parce que moi j'espère ne jamais reparler de ces suites, mon Dieu! Mais ne me parlez plus de cette histoire!